En ce moment, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft, la répétition des jours, les trajets, les occupations, les rencontres, mais chaque petite piste, c'est une transversale, c'est une bifurcation, c'est une association, et petit à petit, là, on dirait que ça prend relief, que ça lève du sol avec des aspérités, puis évidemment encore plein de zones blanches et d'inconnus sur la carte, et des inconnus qui nous concernent, ou quand je dis des inconnus, c'est au sens baudelairien du terme, sur ce mot inconnu. Pourquoi ça nous concerne? Pour remplir les petites cases, les petits détails, les petits qu'est-ce qu'il a vu au cinéma, qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi quand il dit j'achète du fromage, c'est quel genre de... Non, c'est pas ça, c'est l'écriture, c'est la littérature comme absolu. Pourquoi? Tout simplement parce que ça engage nos vies comme ça engageait la sienne, et que Lovecraft, indépendamment de l'œuvre et comme elle nous est aussi singulière et nécessaire, l'apanage des grands du fantastique, comme Edgar Poe, comme Franz Kafka, comme George Louis Borges, Lovecraft, qu'on le veuille ou non, qu'on le regarde de très loin, ou qu'on se dise « Ah, les jeux de rôle, les machins », Lovecraft, c'est ça, ce privilège de la littérature absolue. Parce que, c'est quoi le saut dans le fantastique? C'est inventer des réalités? Non, c'est décrypter plus profondément la profonde altérité de ce qui nous environne, ou plus près, ou plus immédiat, ce qu'on nomme la réalité la plus ordinaire. Et ça, comme on en a besoin, toujours besoin, encore besoin. Et l'immense avantage de Howard Phillips Lovecraft, c'est de nous laisser un document exceptionnel qui n'est pas plus gros que ça dans les mains, pas plus épais que ça dans les mains, avec du cuir là qui maintenant devient poussiéreux. J'en ai toujours tous les matins un petit peu là sur ma table qui tombe, et pour chaque case de chaque jour remplit une sorte de bilan de ce qui a été fait, un bilan qui pour lui a une, non pas valeur littéraire, mais valeur d'utilité immédiate. Oui, mais le journal d'un écrivain, est-ce que c'est simplement une sorte de témoignage, de chambre d'enregistrement? Oui, pour lui, ça a valeur de chambre d'enregistrement dès lors qu'il s'agit des activités littéraires, parce qu'ils ont constitué ce Kalem Club, K comme Kleiner ou Kirk, L comme Loveman ou Lovecraft ou Long, et M comme Morton et McNeil. J'oublie Leeds, j'oublie quelques autres, mais ce groupe-là qui est extrêmement soudé, et on invente en fait un être social de cette activité, d'aller chercher dans les livres, d'aller travailler. C'est ça qui compte, et c'est ça qui aussi nous récompense. Et quoi? Eh ben, nous donne courage pour nos implications individuelles d'aujourd'hui. Oui, et comment on travaille, y compris là, même dans les Facebook et tout ça, ce qui nous relie d'un à l'autre, les compagnons auteurs. Alors, dans cette répétition des jours, nous voilà à 100 ans exactement. Hop là. On est en 2025? Non, ça y est, on est parti en 1925. On est parti, on va faire 2 jours ensemble, lundi 27, puisqu'on est toujours avec une journée de décalage, et mardi 28, donc ce lundi 28 pour nous, et on va s'embarquer directement dans le facsimilé de la Brown University. J'ai rétabli, oh là là, vous savez, je vous ai parlé l'autre jour, c'est ça qui m'a un peu bousillé là dans le rythme là. J'avais installé le système Sequoia sur mon Mac, bon, et puis c'était pas du tout la peine. Les nouveaux avantages, j'ai fini par tous les débrayer, j'ai fini par retrouver les réglages de mon petit trackpad. Donc espérons que tout ça remarche. Mais maintenant, ordi. Et donc, facsimilé du
carnet du Diary 1925 de Howard Phillips Lovecraft. Lundi 27, en marge, il y a un petit truc, Books for FBR. Il a des livres à rapporter à Frank Belknap Long. Et là, il le marque tout simplement pour son souvenir. Il s'est levé de bonne heure, c'est pas si souvent, puisque d'ailleurs la nuit dernière, est-ce qu'il a dormi? Pas forcément. Right, just retire. Il s'est simplement reposé. Ce rythme de nuit qui s'installe, trouver le sommeil, c'est pas forcément facile. Il y a toujours la laundry. Je sais pas pourquoi, toujours il le note, puisque c'est pas forcément des choses à aller rapporter ensuite. Oui, je disais, cette fonction journal, comme elle est importante pour un auteur. Et lui, le journal, c'est ce qu'il inscrit dans les longues lettres qu'il envoie à ses deux tantes de Providence, sans en garder copie. Ce qui fait que le journal se déplie du diary et qui là devient un document littéraire. Eh bien, quelquefois, il nous a été préservé. On a nos deux gros volumes, heureusement, des Letters to Family. Hop là, c'est dans ce sens-là, rassemblé par Esti aussi et David Schultz, toujours chez Derek Hussey à Hippocampus Press. C'est-à-dire que là, le travail qu'on fait, nous, d'interprétation, de commentaire, de balade, il n'est possible que sur le substrat de ce travail d'édition, évidemment fondamental, et que je suis heureux de soutenir avec mes maigres moyens, mais même collectivement, là, c'est soutien exprimé à Hippocampus Press. Et dans ce journal, est-ce que la laundry, c'était important d'en parler ou pas? Laissons ce privilège à Lovecraft d'en avoir décidé. Maintenant, on connaît aussi ces détails, mais c'est une inscription du corps qui n'est pas non plus forcément neutre. Avec George Kirk, ils s'en vont chez les Belknap Long. Alors, les Belknap Long, ils habitent dans le Midtown de Manhattan, c'est-à-dire les beaux quartiers. Le père est dentiste. Frank Belknap Long vit à l'époque avec ses parents et Lovecraft, aujourd'hui Lovecraft plus Kirk, mais c'est aussi le cas de Loveman, sont accueillis volontiers dans cette famille où le père est dentiste. Il y a des moyens, ils ont une voiture, etc. Mais c'est pas simplement parce que c'est les copains du fils. Il y a peut-être une sorte de complicité culturelle, on ne sait pas. En tout cas, pour Lovecraft, quand il écrit Lunch, c'est-à-dire qu'ils sont descendus chez les Belknap Long, tout simplement pour déjeuner aussi en famille. Et ça, on le retrouve déjà, c'est au moins la 4e fois, avec les Belknap Long, en tout cas avec Sonny, mais très souvent, il y a la mère de Frank Belknap Long, qui est une personne aussi très proche de Lovecraft, proche aussi de la tante Lillian, quand elle vient en visite à New York, mais ce rôle, alors évidemment, on n'a pas de correspondance, mais ce rapport-là de Lovecraft à la mère de Frank Belknap Long, c'est quelque chose qu'on peut supposer là, présent dans cette fréquence, dans ces repas, et souvent, elle aussi, est au cinéma. Mais comme on n'a pas de lettre là, vous voyez, la lettre sera écrite le lendemain, et E.P.G. à Annie Gamwell, l'autre tante, elle reprendra le journal des 1, 2, 3, 4, 5 jours précédents, mais cette lettre-là est perdue, donc qu'est-ce qu'ils ont été voir au cinéma? Alors on peut penser que c'est une sorte de filtre naturel, c'est-à-dire quand c'est un film comme The Last Laugh là récemment de Murnau, quand c'est un film qui rejoint Lovecraft là, ou comme Quo Vadis qu'il est allé voir avec Sonia, on est toujours dans la grande époque du cinéma muet. À ce moment-là, le titre du film intervient dans le diary, là c'est pas le cas. Cinéma. Et puis Kirk et Lovecraft, Walk Up Riverside. Et là, on a ce lundi une de leurs équipées. Vous savez que ça fait maintenant, disons que ça a commencé en août dernier. On a la trace de ça par les lettres, ce qui nous reste aussi des bribes de lettres que George Kirk envoie à Lucille, sa fiancée restée à
à Cleveland, Kirk et Lovecraft ont une complicité qui est de grandes marches dans New York, de grandes marches exploratoires, ce que fait aussi Lovecraft tout seul, y compris dans justement ces quartiers comme Red Hook, à Brooklyn, dont il tirera ce récit après, mais en même temps très gênant idéologiquement, mais il n'est pas temps encore d'en parler. Mais là, c'est équipé. On part donc de Manhattan, de Downtown, de chez les Belknap Long, là où probablement vers Times Square, sans aller au cinéma. Et par Broadway, par Riverside, on monte jusqu'à Yonkers, c'est-à-dire tout en haut de Manhattan. Allez, on prend le temps d'un tout petit écart sur Google Maps. Donc ici, le 169 Clinton Street, point rouge, où Lovecraft vit sur Brooklyn Heights, le Brooklyn Bridge, le Lower Manhattan avec le Greenwich Village, le Midtown où habitent les Belknap Long. Et là, on va remonter le Riverside à pied au long de l'Hudson, avec ce paysage qui devient, avec ces falaises. On a des récits, vous savez, où on les voit escalader ces falaises pour voir les maisons par l'arrière. On passe Harlem et la 116e rue, on continue, on passe à Washington Heights, et on arrive à cet endroit-là, Yonkers, où il y a une espèce de très beau musée là, dans ce Park Hill, où sont reconstruits des monuments pris à l'Europe. On a démonté des abbayes, démonté des églises. Ils ont été remontés in situ. Ici, c'est une sorte de fausse Europe monumentale, Park Hill. Mais il y a là le Van Cortlandt House Museum. Van Cortlandt, qui était un des premiers maires de New York toute la fin du XVIIe, début du XVIIIe, et ça, ils y ont déjà fait plusieurs randonnées. Il y a le cottage d'Edgar Poe qui est par ici. C'est là aussi à Yonkers, dans ce Van Cortlandt Park, où il y a un autre monument qui s'appelle le Phillips Manor, qu'ils vont aussi longer aujourd'hui, qu'ils sont venus en janvier voir l'éclicse tout en haut, parce que c'est un point élevé. Mais là, le but de leur escapade, c'est ici, une zone qui s'appelle le Jerome Park Réservoir, c'est ça, parce que on vient d'aboutir à New York. On en a fait état dans notre PDF. J'ai mis des photographies des travaux. On a capté à 160 km de New York une rivière, et cet aqueduc, c'est-à-dire des tuyaux qui font plus de 2 mètres de diamètre, dépotent, je crois que c'est 3 millions de mètres cubes d'eau par jour pour alimenter le gigantesque complexe qu'est devenu New York, avec Manhattan, Brooklyn, Long Island, le Queens, le Bronx. De l'autre côté, c'est le New Jersey, avec Hoboken, etc. Bon, ils ont que se débrouiller, eux, s'ils veulent de l'eau potable, mais là, ça sera le but de la promenade, et ils vont faire 18 km à pied, tous les deux, pour arriver ici et voir ce débouché de l'aqueduc. Tout est détaillé. Si je reviens au journal, Riverside, après Broadway, jusqu'à Yonkers, on arrive, c'est déjà le coucher de soleil. C'est déjà le crépuscule, et c'est au crépuscule que près du Phillips Manor, ils vont essayer de chercher le débouché de l'aqueduc. Oh là là, ça mériterait bien d'aller prendre un café dans une cafétéria. On a confirmation, près de la 242e rue, c'est celle qui donne sur ce Van Cortlandt Park, et on reviendra à la maison en métro quand même. Alors dans mon PDF, évidemment, c'est ça que je voulais retrouver. Voici une image, évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le, c'est 20 balles, mais on a toutes les ressources, tous les trucs, les compiles mensuels, etc. Au moins, vous les verrez bien, les images. Là, c'est juste une copie écran, là, comme de ce que vous voyez du PDF, mais une page du Scientific American avec ce débouché de l'aqueduc, là, dans le Jerome Park Réservoir.
Donc on est en plein là-dedans, leur promenade. Je l'ai reprise un petit peu plus bas ici avec cette photographie totalement exceptionnelle où on voit les travaux, les ultimes travaux de débouché de l'aqueduc, où on retrouve presque à la Charles Schiller tous les haubans, les cheminées d'usine, les destructions qu'il a fallu pour alimenter en eau potable une ville de 5 millions d'habitants pas loin. C'est considérable. C'est ça, là, le boulot qu'on fait. Et alors, c'était pas dans le PDF transmis ce matin, mais en reprenant... là, j'avais l'itinéraire exact, toutes les rues qu'ils ont prises. On a donc Riverside, on a jusqu'à Yonkers, et là, maintenant, je commence à m'en servir. Vous savez que c'est leur ami qui s'appelle Arthur Leeds, qui, évidemment, il vit bien plus longtemps que Howard Phillips Lovecraft, qui collabore aussi au Reader's Digest, qui sera dans la masse anonyme des auteurs d'une agence fédérale, The Writers Help, lancée pendant la Grande Dépression pour fournir des subsides minimum de survie à quelques centaines et centaines d'auteurs là, pris dans ce désarroi de l'écrasement urbain. Et le prétexte, ce sera de constituer ensemble des guides de l'Amérique au présent, et en particulier ce W.P.A. Guide to New York City, donc du Federal Writers Project Guide. On est donc dans les années 30, on est un petit peu après, mais c'est quand même le New York de Lovecraft qu'on retrouve là, section par section, avec des plans, avec des images, et moi ça me change la vie d'avoir cet outil-là, et en entrant là, en suivant ce River Drive, c'est-à-dire cette avenue qui longe l'Hudson et qui remonte, sur quoi je suis tombé? Sur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc aux USA, ouais. Et puis tout d'un coup, c'est ça moi qui m'enchante, vous comprenez? Et qu'on le fasse ensemble. Je n'avais jamais entendu parler de Anna Huntington. Anna Huntington, c'est un peu comme une Camille Claudel. En 1910, elle est à Paris. Alors évidemment, Edward Hopper, en 1910, il est à Paris. On se fiche de la gueule d'Edward Hopper. Pourquoi on se fiche de la gueule d'Edward Hopper? Et là, il y a Picasso, il y a Apollinaire, ça bouge dans tous les sens. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des toiles avec son palier, avec son escalier, avec la vue de sa fenêtre. Ouais. Mais ces toiles avec aujourd'hui le palier et l'escalier, là, dans la piole d'Edward Hopper, qui n'a jamais entendu parler de Picasso. Évidemment, nous on sait que c'est Edward Hopper. Mais elle, quand elle vient à Paris, est-ce qu'on s'occupe d'elle? Est-ce qu'on s'en souvient aujourd'hui? Cette Anna Huntington, est-ce qu'elle a connu Camille Claudel, par exemple? Elle a certainement connu Rodin. Mais Camille Claudel, je ne sais pas. Par contre, son propre travail, à elle, c'est d'aller travailler sur des images de femmes. Des images de femmes qu'elle rendra petit à petit plus abstraites. Et on est en pleine guerre. Alors, en pleine guerre, voici John d'Arc, Saïd, France. Et vous allez voir la tête qu'elle a, Jeanne d'Arc, levant son épée avec l'armure, son soutien-gorge bien présent sous la coquille d'acier, la visière relevée, les cheveux bien peignés. Alors, qu'est-ce que c'est cette allégorie? D'où elle vient? Dans quoi elle s'enracine, par exemple, dans l'art religieux? Évidemment, on est dans une idéologie, mais ce qui compte, c'est Women of America. Jeanne d'Arc a sauvé la France. Vous, les femmes d'Amérique pendant cette Première Guerre mondiale, est-ce que ce n'est pas à vous d'aller sauver un peu le monde? Et comment on va faire? Les hommes, ils vont mourir dans les tranchées. Vous pouvez simplement acheter des timbres et financer ça. Et c'est des objets qui, évidemment, sont des objets sociaux, sont des objets idéologiques, mais reste qu'elle, entre 1910 et 1915, on la voit au travail en train de modeler le premier modèle de cette statue qui sera installée sur le River Drive en 1915. Là, donc, on est 10 ans avant, ce moment de l'inauguration. Mais nos deux petits bonshommes, Lovecraft et George Kirk, ils passent à cet endroit-là. Alors, on peut gamberger.
Est-ce que c'est Kirk qui parle à Lovecraft de Jeanne d'Arc, ou est-ce que c'est Lovecraft qui parle à Kirk de Jeanne d'Arc? Ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, on ne le saura pas. N'empêche qu'on a rajouté une petite bifurcation. Paris, 1910, Hopper, Huntington, Camille Claudel. Cette statue, c'est la première d'une femme, bien avant le buste de Gertrude Stein, derrière la National Library, érigée sur une des avenues les plus prestigieuses de New York, sur Riverside, qui monte de Manhattan vers Yonkers. Voilà ce qui était le PDF d'hier, et maintenant le 28. N'empêche qu'ils sont 18 km dans les pattes. Et ça, pour Lovecraft, toute sa vie. Ce sera sa condition et son rythme de marcheur urbain, y compris avec les chaussures que ça suppose. Mark Riggle. Mardi 28, levé à midi, retrouve son rythme. Et puis Wright, évidemment. Alors le Wright ici, c'est Wright AEPG, c'est-à-dire que probablement ce qu'il écrit, c'est cette lettre qui ne nous est pas parvenue. On dirait qu'il nous provoque à dire « Ah les gars, vous ne saurez pas ce que je lui ai raconté. » Par exemple, qu'est-ce qu'il y avait au cinéma hier ? Et puis finalement, dîner, on va manger ce qu'on a là qui reste. Vous savez, il a toujours du pain qu'il garde pendant 2-3 jours dans une boîte en fer blanc. Il a toujours un petit peu de fromage, mais c'est pas sûr puisque justement aujourd'hui, on va en racheter. Cheese. Peut-être une boîte de haricots, on ne sait pas en tout cas. Il mange un petit quelque chose. Et il doit sortir pour trouver une chambre à Samuel Loveman. Alors Loveman, on a vu avant-hier, il y avait eu ce Sheridan Square. Bon, on a plusieurs hypothèses là qui est en discussion entre nous, puisque en tout cas il y a eu la rencontre avec Hart Crane, un jeune poète, mais Crane et Lovecraft ne s'entendent pas. Par contre Loveman, lui, autant il est lié à Kirk et Lovecraft, autant il est encore plus lié à Crane et la famille de Hart Crane. Et après le suicide de Hart Crane, c'est lui qui sera l'exécuteur testamentaire. Quand on lit là, ce qui nous reste d'écrit de Loveman, c'est à peine si Lovecraft est évoqué, mais Hart Crane, sans arrêt, c'est des interviews sur etc., etc., etc. Alors, est-ce que c'est Hart Crane qui aurait pu les recevoir chez lui? Lui, il habite à Brooklyn, près de chez Loveman. Moi, je continue à penser que peut-être il y a eu une lecture quelque part des poèmes de Hart Crane à Sheridan Square, et que Loveman, il a ramené les copains pour faire nombre. C'est une hypothèse, évidemment, il y a peu de chances qu'on puisse expliciter plus, mais pour le 28, dans cette relation avec Loveman, Loveman veut encore changer de chambre. Il a déjà changé de chambre 2 fois depuis son arrivée à New York. La dernière fois, vous savez, son emménagement, tous les copains s'étaient réunis, c'était en plus l'anniversaire de Loveman, il lui avait acheté des petits matériel pour écrire. Et c'est Lovecraft qui apparemment part en course là dans les rues de Brooklyn pour chercher une petite annonce de chambre à louer. Bizarrement, très bizarrement, ces mêmes jours, Kirk va écrire à sa fiancée, Lucille, qu'il a, lui, trouvé une chambre, Orange Street. Alors, Orange Street, j'ai encore mon petit Google Maps, on peut regarder. Nous revoilà à Brooklyn Heights, le 169 Clinton Street, c'est ici. Il y a le Atlantic Avenue qui descend là jusqu'au piers de l'ancien port. On a des ferries qui vont vers Staten Island, qui vont vers Manhattan, qui vont aussi vers une espèce de navette vers Red Hook. Toutes les balades avec le canal, un des plus fréquents aussi, Prospect Park et le canal, tout ça c'est les circuits piétons de Lovecraft dans sa vie urbaine, mais Kirk ne cesse de se plaindre à Lucille que à la fois Lovecraft est son meilleur copain, à la fois c'est avec qui, même s'ils ne s'entendent pas sur les livres, sur la littérature, il y a toujours des discussions avec lui. Ils s'entendent aussi pour partager le quotidien, la bouffe, et
puis les heures, plus ces marches urbaines, mais ce qui se passe au 169, ça a les retours permanents, ça lui cherche un peu de solitude, en tout cas il l'exprime, et il a trouvé une chambre à Orange Street, c'est là, donc c'est le Brooklyn Bridge, avec tous ces échangeurs qui aujourd'hui évidemment sont totalement parasites, qui scient en deux ce vieux et si beau quartier de Dumbo. Et là, juste à côté de la vieille Fulton Street, c'est souvent ici où ils vont traîner chez les bouquinistes, et qu'il a trouvé une chambre. Et bizarrement, il ne déménagera pas, il va encore rester au 169 Clinton Street, mais il semble que Lovecraft n'ait jamais su cette velléité de Kirk de déménager. En tout cas, c'est pour Loveman qui trouve une chambre. Alors, buy cheese, il refait ses provisions, il retrouve Loveman au Johnson, un bistrot où ils vont tout le temps, et il a faim, le pauvre Loveman. Ben, ça tombe bien, j'ai du fromage et à la maison il y a du pain, tiens, viens. Puis bon, il lui donne un peu à manger, get herself lunch. Ben ouais, mais n'empêche que, il y a 2 ans, Loveman c'était le grand écrivain. Et Lovecraft, c'était tout timide, sa relation avec Loveman. Et aujourd'hui, c'est lui qui lui dit « Viens, attends, on va se casser une petite croûte. » Et puis, logiquement, on ressort, alors maintenant, on doit déjà être plutôt vers le soir, pour lui montrer, ou pour visiter cette chambre qu'il a trouvée comme étant possiblement allouée. On mérite bien de prendre un café, on s'arrête dans une cafétéria qui n'est pas le Tiffany, on remonte en 169, et George Kirk, on l'avait oublié celui-là, sinon il aurait été avec eux. Ça y est, il est revenu dans sa chambre, arrived in his room. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va descendre au Tiffany. Bon, vous voyez que c'est toujours d'un intérêt un petit peu limité. Oui, mais quand on regarde à 15 jours d'écart, ce même petit truc est limité, on s'aperçoit que ça a changé. Et pas d'auto-justification, mais qu'est-ce qu'on peut en tirer pour notre petit PDF? Envoi numéro 116, 28 avril 1925, et ben allons voir du côté de Loveman. Et quand je prends le livre, je l'ai qu'en version numérique, où sont compilés les poèmes, les proses, les hommages, les interviews de Loveman concernant Hart Crane, on y trouve un texte de Reinhard Kleiner, vous savez, qui a fait ce magnifique texte là en 1947, vers la mort, 10 ans après la mort de Lovecraft, où il raconte, où il donne très concrètement qu'est-ce qu'était leur Kalem Club. À cause de Hart Crane, Kleiner rédige un hommage à Loveman. Mon ami Loveman, on doit être en 41, 42. Et rappelez-vous, ces 2 jours, une fois, Lovecraft marque simplement Samuel Loveman, masque de Keats. Ah bon, ça veut dire quoi ça? On ne savait pas. Et le lendemain, ils s'en vont Downing Street ou je sais pas quoi, et encore le masque de Keats. Oh, qu'est-ce que t'en fais? Mais aujourd'hui, voilà, ça y est. Alors ça, c'est des questions de méthodo, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire de cette information qu'on apprend aujourd'hui? Mais parce que je savais pas qu'il fallait que je la cherche. Dans ce texte de Kleiner sur Loveman, au moins 15 ans après la période qu'on suit au jour le jour, est-ce qu'il faut que je le insère dans le PDF avant-hier, là où on verra bien. Mais en tout cas, Loveman était un lecteur assidu, bibliophile depuis des années, bien que pour autant que je sache, il n'ait apporté de Cleveland aucun livre avec lui. Il est arrivé avec sa petite valise. Son petit appartement sur les hauteurs de Brooklyn fut bientôt suffisamment meublé et décoré. Ben oui, c'est eux qui s'y sont mis, les copains. Parmi les trésors qu'il venait d'acquérir, je me souviens d'un certain nombre d'éditions de Nonsuch Press, dont Anatomie de la mélancolie de Burton, Le paradis perdu de Milton, et 1 ou 2 éditions similaires de bardes moins connues, d'autres livres bien sûr, dont une grande et substantielle édition du Johnson de Boswell.
Alors ceux qui me connaissent un peu, ils savent bien que quand on me parle de la vie de Johnson par Boswell, waouh, je saute en l'air. C'est quoi cette affaire? Alors ce Johnson, aucun intérêt, ce vieux barbon. Je dis pas ça méchamment, mais bon, c'est des livres juridiques, etc. Grand mandarin, tout en pesé. Et Boswell, bah c'est lui, c'est plutôt un rigolo, en fait. Du problème d'alcool et tout ça, mais il rédige un livre qui est la vie de Johnson au jour le jour, exactement ce que nous, on est en train de faire avec l'agenda 1925. Comment Johnson s'occupe de ses chiens, comment Johnson achète son vin, les colères de Johnson qu'il prend après dans des occasions où il n'y avait vraiment pas de quoi s'énerver. C'est-à-dire que n'importe où qu'on ouvre la vie de Johnson par Boswell, on tombe sur quelque chose où on a là de la vie toute crue, de la vie toute quotidienne, mais avec les visages, les rictus, avec les paroles, avec les dialogues, avec... ça sent quoi, un bonhomme, là, au XVIIIe siècle, et puis comment on picole, comment on marche, qu'est-ce qu'on fait? Et qui lirait ça en entier? Probablement, il y a des gens qui l'ont fait. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'on a un livre qui pourrait être une sorte de dépli infini. Ça va non pas se brosser les dents, ça n'existe pas à l'époque. Mais ces petites choses-là, ça n'a pas d'intérêt de le faire au jour le jour. Ça n'a pas l'intérêt de le lire exhaustivement. Mais chaque petit détail qu'on prend devient un élément passionnant. Et ça, c'est exactement comme vous lisez le web. Et merci Kenneth Goldsmith, l'ami Kenny, de nous avoir... attirer là, ce point précis. Attention, le web ne peut pas être lu exhaustivement. La correspondance de Lovecraft, tout là-haut, est-ce qu'elle peut être lue exhaustivement? C'est comme si on me demandait si j'avais écouté toutes mes vidéos. Certainement pas. Les parler ou les écouter voir, oh bah non, c'est complètement différent. Eh bien, Samuel Loveman, le poète, a, semble-t-il, une vénération pour la vie de Boswell par Johnson. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, l'ami Reinhard Kleiner? Eh bien, précisément, sur le mur, il y avait une peinture très abîmée, trouvée dans un vieux magasin de curiosités. C'est souvent, ils vont dans les antiques, comme ils disent justement, Fulton Street, que nous regardions avec une crainte respectueuse, mais sans l'examiner de trop près. Vous savez que Loveman est homosexuel et le revendique. C'est la propriétaire de Loveman qui a découvert, la proprio, non, elle n'est pas contente. Ah, ça sur votre mur? Non mais oh! Qu'il s'agissait d'un nu et qui a soulevé quelques objections à sa présence. Les Bouddhas, vous savez, on a eu ça en janvier dans le journal Lovecraft qui avait trouvé un petit Bouddha là dans une boutique de rien du tout. Et Loveman, faisant collection de petites figurines de Bouddha, emmène son petit Bouddha pour l'offrir à Loveman. Et parmi plusieurs Bouddhas d'attitudes et d'époques différentes, on pouvait voir un beau masque d'argile représentant les traits de John Keats. Et voilà, il avait été pris directement sur le visage du sujet, était vraiment plus satisfaisant que ne l'aurait été une photographie. Étrange rôle, là, de l'arrivée ou de la mention de la photographie. S'il avait, et puis, évidemment, s'il avait été possible d'en prendre une à l'époque. Et là, bon, c'est des choses qui ont déjà été évoquées conceptuellement. À cette occasion, etc., une personne irrévérencieuse du groupe, qui c'est le con, là, a placé une casquette à visière, une casquette de loupard sur le front classique et lui a noué un foulard coloré autour du cou. Le barde avait l'air très convaincant d'un Apache parisien. Eh ouais, on exporte le concept d'Apache, nous. Mais à ce moment-là, les sentiments outragés de Loveman s'affirmèrent, le déguisement fut vite balayé. Nouvelle scène. Alors, c'est ça un petit peu qu'on reprend. La question du manger dans l'œuvre de Lovecraft. On va voir. Est-ce que vous le savez, votre Lovecraft? Sortez-moi 2 exemples où on mange dans les récits de Lovecraft. Ben ouais, moi je vous les donne. Dans Chuchotement dans la nuit. Vous savez que c'est un repas il y a des somnifères dedans et le gars va faire hyper attention. Et puis, dans l'abîme du temps, ah ouais, mais c'est juste à la fin, parce que c'est comme ça qu'il va s'apercevoir qu'il est sorti de son amnésie. Sinon, dans les 60 récits de Howard Phillips Lovecraft, est-ce qu'on mange? Non.
dans ces petites questions comme ça qu'on peut. Et j'ai mis aussi, alors dans ces textes de Loveman, j'étais parti justement sur cette histoire de Johnson, de Boswell. Et en 1941, Loveman, qui, vous savez, travaille dans une librairie d'anciens, bibliophile, il faut se faire renvoyer, il trouve d'autres boulots, enfin, ce sera toujours ça à partie quand même. Dans le catalogue de cette librairie bibliophilie qui l'emploie, donc qui édite un catalogue avec la liste de ce qu'ils ont à vendre, il rédige une préface. Et la préface, c'est on est la nuit dans les librairies, les livres qui se mettent à parler. Oh, beau thème, non? Et qui parle le premier? Eh bien, Boswell. Et on va trouver aussi un Hazlitt, on va trouver une anthologie grecque, on va trouver évidemment Ballade dans la geôle de Reading de Oscar Wilde, et bien sûr aussi Ballade dans la geôle de Reading de Oscar Wilde. Mais à la fin, silence, rugit-il à nouveau, allons au mitre, donc leur Johnson ou leur Tiffany de l'époque. Mon manteau m'accane une lumière, il neige dehors. Voilà, Boswell qui parle à haute voix dans un texte de Loveman. Alors, le New York Times, toujours des faits divers. Un féminicide, un homme qui asperge d'acide une jeune femme dans un véhicule. Un truc intéressant, on est à Washington Square, alors que tout New York est là dans ce principe d'élévation. On va commencer là, dans 2 ans à construire l'Empire State Building, qui n'existe pas encore. Mais on a déjà le City Hall, on a déjà le Rockefeller. Et les habitants de Washington Square se liguent pour que il n'y ait pas d'immeuble de plus de 15 étages dans le quartier de Washington Square. Ça méritait, je pense, de s'en saisir. Un petit tour rapide sur le journal. On est donc mardi 28 avril 1925. C'est en première page, la protestation des habitants au voisinage de Washington Square pour limiter la hauteur, pas faire de ce Washington Square une sorte d'enclave. Et visiblement, on les a crus. Qu'est-ce qu'il y a le plus près qui dépasse les 2 tours réservées aux profs de la New York University. Je la connais, puisqu'on est Bleecker Street, et qu'une fois, moi, j'avais réussi à soulever. Oh, c'est une histoire rigolote, parce que je passe par des copains profs à la Noyau, enfin, c'est un truc, on me dit, ah, tiens, il y a ce gars qui va soulever parce qu'il part en vacances en France les étés, peut-être, ouais, on marche, et puis, au moment après de payer, on discute. Le gars était prof de cinéma à la Noyau, doit toujours l'être d'ailleurs. Ça s'est hyper bien passé, sauf que c'était un appart tout blanc, il a fallu qu'on fasse gaffe tout le temps. Mais c'est pas grave. Vous vous rendez compte, habiter au 14e étage, Bleecker Street, là, et bon, un prix tout à fait raisonnable, ça remonte maintenant. Et le gars me dit, postez-moi un chèque. Il a une adresse postale en France. D'accord, je relève l'adresse. Ah merde, c'est à 300 mètres d'ici, rue Colbert à Tours. Oh, là c'est une digression. Hein. Allez, vous enlèverez ça au montage. Alors dans le New York Times, beaucoup de choses sur l'arrivée de von Hindenburg en Allemagne. Ça nous change un peu des nouvelles de Mussolini. Mais j'ai trouvé cet article qui m'a vraiment surpris. Story of Progress Told by Inventions. Est-ce que les inventions technologiques contribuent tant que ça au progrès de l'humanité? Alors aujourd'hui, on sait bien que la question, on s'affronte au jour le jour, en permanence. Bien vu avant-hier avec mes problèmes de système Sequoia sur Apple. Oui, mais les exemples qu'il prend, le journaliste, c'est les nouveaux développements technologiques dans le cinéma. On a parlé il y a quelques jours aussi des articles d'Antonin Artaud sur la question du relief, de la couleur, du parlant, mais aussi l'invention du téléphone. Or, l'invention du téléphone, c'est un des chapitres les plus excitants là de ce livre qui est évidemment un classique de 1964 de McLuhan,
Marshall McLuhan, il faut prononcer parce que lui dit les Français ils disent McLuhan, mais non, lui c'est McLuhan. Alors appelons-le Marshall pour simplifier, Understanding Media. Mais cette invention du téléphone, mais c'est dingue, quoi. C'est-à-dire, l'idée, c'est comment faire passer plusieurs messages télégraphiques, bip, 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 ensemble dans un seul fil de cuivre pour ne pas être obligé d'attendre la fin d'un télégramme pour envoyer le suivant. Et ce principe-là, donc on va découpler sur des longueurs d'onde différentes, mais comment on les déchiffre à l'arrivée ? Mais on est très loin de la question de la voix. Pendant ce temps-là, il y a des biologistes allemands qui ont fait une sorte de membrane, et cette membrane, on arrive à envoyer des signaux où on capte, où on imite le son des grenouilles. Et donc on apprend à parler aux grenouilles et à enregistrer le son des grenouilles avec une membrane. Et mettez les deux inventions ensemble et tout. On peut se parler à distance. Mais cette question du saut mental dans l'invention technologique, ça a toujours été fabuleux. Mais c'est fabuleux depuis le premier qui a eu l'idée de couper de biais. Ça, c'est Italo Calvino qui apporte ça à l'histoire de l'archéologie. Couper de biais un roseau, et à ce moment-là, au lieu de dessiner une image avec votre calame sur une tablette d'argile, vous ferez point si vous l'appliquez verticalement, trait si vous l'appliquez en oblique, et point trait, point trait, point trait. L'icône va engendrer l'écriture syllabique. Formidable. Donc on n'est pas dans une révolution technologique, mais on est dans comment la spécificité en 1925 des inventions techniques change le rapport de la transition technologique au rapport que l'humanité a vis-à-vis d'elle-même et qu'on peut nommer, on a nommé longtemps jusqu'à Adorno, le progrès. Et l'autre exemple qu'il prend, la machine à écrire. Nous, dans un autre livre ultra classique comme ça, tiens, je croyais l'avoir là, il est là, ouais. Il était passé chez Balzac, ce idiot. Friedrich Kittler. Alors, Friedrich Kittler, on est dans les années 1980, ça n'a rien à voir. Mais ça a été récemment traduit, Presse du réel, seulement en 2018. Ouf. Et ça s'appelle, là encore, cette même technique. Qu'est-ce que change le gramophone? L'intervention d'Edison. Et vous avez vu qu'il y a 3 jours, est-ce que, j'ai pas assez mis ça, mais on a une lettre à Maurice Moe de 1919 où Lovecraft raconte qu'il a enregistré dans une boutique où on fait ça sur des cylindres de cire, une ballade chantée. Eh ouais, simplement, on l'a jamais eu à notre disposition, ce cylindre de cire avec Lovecraft qui chante une ballade. Et puis en plus, moi, je m'étais promis, tiens, je réfléchis en direct. Il nous donne le titre de la ballade. J'ai même pas été chercher. On a trop à faire. Donc lui, Gramophone Film Typewriter, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui le connaissent, ce bouquin-là. Mais on est exactement dans ce principe. Alors pourquoi je l'ai gardé? C'est pas tellement pour baratiner là-dessus. Vous savez que moi, ça fait longtemps que je bosse là sur ces questions-là. C'est plutôt parce que là, il y a toute une série de noms, de profs, de tout ça, de gens qui sont là sur cette réflexion. Et en particulier, une équipe qui travaille sur l'image de la voix humaine, avec des oscillographes. Et c'est se dire que ce qui aboutira 40 ans plus tard au livre fabuleux de McLuhan, Understanding Medias, on est déjà dans une réflexion où il ne s'agit pas d'un solitaire, quel que soit le côté brillant et formidable de Marshall McLuhan, mais on est dans une réflexion qui engage une société tout entière. Et là, on retrouve des traits contemporains de comment nous, on fait là, matin après matin, notre veille numérique. Voilà, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses, j'avais juste ça, il faut qu'on aille lentement, progressivement, toujours ces dessins qui
qui m'enchante. Voilà, ces messieurs-là, avec un qui regarde par la fenêtre la dame qui passe dans la rue. Oh, le drôle de monsieur qui dit à son copain, « Hey, t'as vu la fille, on voit bien que c'est une femme, etc. » Lui, là, avec sa tête de machin, il reste dans son journal, et eux trois, ils parlent, ça va bien. C'est un club. Ah non, Ready to Wear Suits. Vous avez un costume, allez donc chez Andrea, ça ne vous coûtera que 75 $. 2 mois de ce que dépense Lovecraft. Et toujours les dessins aussi pour inciter au voyage en bateau, ça m'enchante aussi. J'aime beaucoup là, ce mot « kisses ». On n'a pas le droit de vendre de l'alcool, donc on se fait des petites douceurs, une amande enrobée de chocolat, c'est tellement bon. Bah ouais, maintenant il y a les Kinder Surprise. Les sports, il faudrait bien qu'on revienne un petit peu de plus près sur les sports bientôt. Et on arrive ici, The Screen, The Play. Et dans cette page où on a toujours les programmes de tout ce qui se joue, se projette sur Broadway, on a ce tout petit entrefilet. Madame Nazimova ne va pas divorcer, ça me rassure, mais ce monsieur qui lui-même défend quoi? Il défend qu'on puisse diffuser des films de comédie. Simplement, les films de comédie, quand on est dans le muet et pas dans le parlant, c'est pas si simple que ça. Il dit oui, parce que on en a assez des scènes de sexe au cinéma. Ah oui? Dans le cinéma 1915-1925, vous pouvez en citer, vous, des scènes un peu limites sur la question sexuelle. Moi, pas trop, mais on en a assez. Ouais, vous savez, les acteurs de muet qui se regardent avec des yeux comme ça, tandis que les visages s'approchent et que les lèvres se rencontrent. Et non, ce qui marche, c'est l'humour. Ouais, Buster Keaton, ouais, Charlie Chaplin. Voilà, ce genre de petites choses qui sont intéressantes. Pourquoi faire? Eh bien, pour finir le journal d'aujourd'hui, 27 et 28 avril, et maintenant, à demain.